Nous allons traiter aujourd'hui la conférence de Détroit d'ORL numéro 2. Donc on va commencer par le premier dossier. C'est un dossier assez long et un peu transversal, mais c'est bien de vous entraîner dès le début, dès la Détroit. Donc là, vous êtes interne aux urgences pédiatriques, vous recevez le petit Marc âgé de 13 mois. Sa mère est très inquiète car son fils est fébrile à 39 degrés depuis la veille et ne dort pas malgré l'administration de paracétamol. Donc depuis 2 jours, Marc porte souvent sa main à l'oreille. Donc ça, c'est déjà un signe d'otite, c'est un signe assez simple, signe clinique, et pleure sans cesse. Ce matin, alors qu'elle s'apprêtait à lui donner le biberon, Marc a poussé un cri, puis a fait un malaise qu'elle décrit ainsi. Donc là, on va voir exactement comment elle décrit le malaise. Au début, il était tout raide pendant quelques secondes. Ensuite, il a agité les 4 membres pendant environ 2 à 3 minutes. Juste après, elle rajoute qu'il était inconscient et qu'il avait les yeux tout blancs. Quand un enfant ou n'importe quelle personne fait un malaise avec les yeux tout blancs, c'est qu'il y a une révulsion oculaire, c'est-à-dire les globes oculaires partent vers le haut et l'arrière. Ensuite, il est resté tout mou et géniard pendant au moins 5 minutes et sa respiration était ample et bruyante. C'est alors qu'elle a décidé de consulter en urgence. Donc, comme dans tout dossier de pédiatrie, la première chose qu'on vous demandera et qu'on demande à l'interrogatoire, c'est comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement et quel a été le développement psychomoteur de l'enfant. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. L'enfant est né à terme, après une grossesse sans problème, il a été allaité au biberon et fréquente une crèche depuis 1 mois. La fréquentation des crèches, en fait, souvent, c'est un facteur de risque d'infection un peu plus importante chez les enfants, ce qui est bien, ça permet d'avoir une meilleure immunité pour après. Son développement psychomoteur est normal et il présente comme antécédent un reflux gastro-œsophagien, comme la moitié des nourrissons, et un œdème de cornée de Quincke suite à la prise d'amoxicilline. Donc, ce qui contre-indique de manière absolue la prise d'amoxicilline ou même de bêta-lactamine. On apprend que dans sa famille, sa sœur aînée âgée de 8 ans est traitée par chimiothérapie pour une leucémie aiguë lymphoblastique, donc terrain immunodéprimé. Son père a une cirrhose compliquant une hépatite B chronique. Quand dans une famille il y a un patient avec une personne malade par l'hépatite B, il faut penser à vacciner tout le reste de la famille. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une question sur la vaccination. Sa tante maternelle est épileptique. Votre examen vous apporte les données suivantes, donc son poids 9 kg, taille 9 kg 5, taille 78 cm, à savoir qu'à la naissance, un enfant, ça pèse environ 3 kg, 3 kg 5. Au bout, à l'âge de 12 mois, c'est-à-dire à 1 an, il pèse 3 fois son poids de naissance, donc environ 9 kg, un peu plus. Et la taille d'un enfant à 1 an, c'est 75 cm. Donc là, il a un poids et une taille normale. Fièvre à 39 degrés, la fréquence cardiaque à 100 pulsations par minute, la pression artérielle 92-55, ce qui est normal pour un enfant. L'examen clinique met en évidence une rhinopharyngite. L'autoscopie droite et gauche montre le même aspect, reproduit sur le cliché 6 juin. Le reste de l'examen clinique est normal. Donc la première question, c'est faites l'analyse sémiologique de l'épisode de ce matin, c'est-à-dire l'épisode que la mère décrit. A priori, je pense que tout le monde l'a compris, c'est un épisode, c'est une convulsion généralisée tonico-clonique qu'elle a très bien décrit. Donc vous, ce que vous avez à dire, c'est d'écrire de manière sémiologique, en termes médicaux, ce que la patiente décrit, ce que la mère, je veux dire, décrit de son enfant. Donc au début, il y avait une phase tonique, c'est-à-dire une phase de raideur, ensuite une phase clonique où il y a beaucoup de mouvements, et ensuite la période post-critique. La phase tonique, c'est lorsque l'enfant pousse un cri, où il perd conscience, où il est complètement raide. Il perd conscience, c'est lorsqu'il a les yeux révulsés, c'est-à-dire les yeux qui partent vers le haut et l'arrière. Ensuite, la phase clonique, c'est lorsqu'il y a une agitation, un mouvement des 4 membres. Donc c'est un relâchement de la raideur et ensuite une secousse importante des 4 membres. Et enfin, la phase post-critique, c'est lorsqu'il retrouve conscience progressivement, même s'il a une respiration un peu stertoreuse. C'est la respiration ample et bruyante. Avec une légère confusion, car il est un peu fatigué, l'enfant, il est un peu génial. Donc ça, c'est normal lors d'une phase post-critique. Et ce qui est aussi assez typique de la crise convulsive, c'est que ça dure environ 5 minutes. Pas plus, ça ne dure pas un quart d'heure. Donc là, nous sommes devant, en tout cas, au moment où la mère décrit ce que l'enfant avait, c'est-à-dire, on avait à ce moment-là une crise convulsive généralisée tonico-clonique. On n'a pas de cause. La cause, on la connaît après avoir examiné le patient aux urgences. C'est-à-dire c'est une crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de fièvre. On n'a pas le droit de dire ici que c'est une crise convulsive hyperthermique. Parce que la crise convulsive hyperthermique, c'est un diagnostic étiologique. C'est un diagnostic étiologique d'élimination. Après avoir éliminé une méningite, une otite ou quelque chose de plus grave,
on peut dire que c'est une crise convulsive hyperthermique. Mais le matin même, on ne pouvait pas dire ça. On pouvait dire que l'enfant avait de la fièvre et en plus de ça, il a fait une crise généralisée. Donc ça, c'est très important. À savoir que ça, c'est une crise généralisée non compliquée. Dans une crise généralisée compliquée, la durée est plus importante. Il y a un déficit, il peut y avoir un déficit moteur. Il y a aussi, parmi les critères de gravité, son âge, l'âge inférieur à 12 mois. Parmi les autres critères de gravité, c'est qu'il y a un mauvais développement psychomoteur. Donc, tous ces critères, ou derniers critères de gravité, c'est une crise partielle. Donc, les 5 critères de gravité d'une crise convulsive chez un enfant, qui font croire que ce n'est pas une crise convulsive généralisée toléco-colonique simple, c'est l'âge inférieur à 12 mois, le fait que ce soit une crise partielle, qu'il y ait un déficit moteur ou sensitif après, qu'il y ait un trouble de développement psychomoteur chez l'enfant, ou que la crise convulsive dure plus de 15 minutes. Donc ces 5 critères font que c'est une crise convulsive généralisée, ou une crise convulsive plutôt, parce que pas forcément généralisée, parce que dans les critères, il y a la crise partielle. C'est une crise convulsive compliquée. Donc là, on vous demande, la question numéro 2, on vous demande d'interpréter l'iconographie. Donnez votre diagnostic complet et comment décidez-vous alors de traiter Marc. Donc c'est une iconographie assez typique d'une otite moyenne aiguë, c'est un tympan, ce que vous voyez. Donc c'est l'examen otoscopique. Donc il avait une otite moyenne aiguë. Les critères, c'est comme à chaque fois qu'on justifie un diagnostic, il faut donner les signes fonctionnels, les signes physiques qu'on a à l'examen physique, et ensuite les résultats des examens complémentaires. Ici, il n'y a pas d'examen complémentaire, donc on se limite aux signes fonctionnels, qui est la fièvre, l'otalgie, la mal à l'oreille, comment on le sait, parce qu'il se gratte l'oreille, il met la main à l'oreille, et aussi une rhinopharyngite. Il n'y a jamais d'infection de l'oreille sans avoir une infection des voies respiratoires hautes, rhinopharyngiennes. Les signes otoscopiques, c'est un tympan inflammatoire, très rouge, édémacié, couleur rose-rouge, avec une collection rétrotympanique. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est bombé et il n'y a plus le relief tympanique, on ne voit plus le triangle lumineux. Donc le diagnostic, c'est une otite moyenne aiguë bilatérale. C'est très important parce qu'on dit qu'on a le même aspect à gauche comme à droite dans le texte. Et c'est probablement compliqué qu'une crise convulsive, donc généralisée, simple, non compliquée. La prise en charge, c'est une prise en charge ambulatoire. Donc comme toute prise en charge, il faut savoir est-ce que c'est ambulatoire ou hospitalière. Là, c'est ambulatoire. Il faudra rassurer la mère, l'informer de ce qu'est l'otite moyenne aiguë et des signes qui doivent faire reconsulter, donc des signes de mauvaise évolution. Donc le traitement, c'est toujours, lorsqu'on traite une otite, il faut toujours traiter le rhinopharynx avant, parce qu'on a dit qu'on n'a jamais d'otite moyenne aiguë sans avoir une rhinopharyngite. Donc il faudra toujours traiter la rhinopharyngite. La rhinopharyngite, c'est facile, ce sera les lavages de nez au sérum physiologique. L'otite moyenne aiguë, c'est une infection bactérienne, donc il faudra traiter ces bactéries-là. Les bactéries, donc je vous ai citées, c'est l'hémophilus, le pneumocoque ou Moraxella catarrhalis. Donc c'est un traitement pendant environ 7 jours. Ici, comme le patient est allergique, a fait un œdème de Quincke à l'amoxicilline, donc la prescription de bêta-lactamine est vraiment contre-indiquée. Donc le seul traitement qu'on peut donner, c'est l'érythromycine sulfafurazole, donc le pédiazole, ou le Bactrim, ou même la pristinamycine, la piostacine. Donc c'est un des 3 traitements, mais pas de bêta-lactamine. Pas de ceftriaxone proxétyl ou d'autres traitements comme l'augmentin ou autre chose. D'accord? Donc pas d'amoxicilline, pas de C2G et pas de C3G. Le traitement symptomatique, comme on a dit, c'est la rhinopharyngite plus le traitement antipyrétique. Pourquoi? Parce qu'il a fait une crise convulsive, donc il faut abaisser la fièvre, la température de l'enfant. Donc c'est toujours les mêmes doses, c'est connu, 60 mg kg 4 fois par jour, c'est-à-dire une dose kilo 4 fois par jour. Les mesures physiques pour diminuer la température, donc il faut découvrir un enfant, le faire boire et prendre un bain à 2 degrés sous la température corporelle, ça ne se fait plus d'après les nouvelles recommandations. Pour traiter la fièvre chez l'enfant, il faut surtout découvrir l'enfant et le faire boire. Le bain à 2 degrés en dessous, maintenant, ce n'est plus recommandé. Donc ça, on peut le retirer de la correction. Et ce qui est très important, c'est que la mère, elle sera très inquiète et très anxieuse du fait de la crise convulsive qui s'est passée ce matin. Donc elle va vous demander comment gérer la crise convulsive. Donc il faut lui dire qu'il peut avoir une récidive de crise convulsive du fait de la fièvre. Donc on ne donne pas de traitement préventif, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner un médicament maintenant antiépileptique pour prévenir une crise. Mais en cas de crise, il faudra lui dire qu'il faut traiter cette crise-là ou si elle est très inquiète, de ramener l'enfant aux urgences. Donc toujours
comme en pédiatrie, donner les consignes de surveillance aux parents et la surveillance de l'efficacité de la tolérance. Ce qui est très important aussi, je voulais vous rappeler, c'est qu'il y a une conférence de consensus concernant l'antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires hautes. Il y a aussi de 2005, une conférence de l'APSAPS. Il y a aussi une conférence de consensus de l'APSAPS de 2004 concernant les antibiothérapies en ORL. Donc pour le titre moyen aigu, c'est assez simple. Il nous rappelle dans la conférence de consensus que c'est soit un streptocoque, soit c'est l'hémophilus, soit c'est Branamella. L'hémophilus, c'est assez souvent associé à une conjonctivite. Et le pneumocoque, c'est plutôt une otite moyenne aiguë, très cognée, très douloureuse, avec une fièvre importante. Donc ça, c'est les signes qui permettent au moins d'orienter vers telle ou telle bactérie. Les traitements, ils sont assez simples. Lorsqu'on a moins de 2 ans, en fait, il vaut mieux traiter pendant environ 8 jours, et lorsqu'on a plus de 2 ans, traiter pendant 5 jours. Dans la conférence de consensus, il rappelle que les corticoïdes, les anti-inflammatoires n'ont pas d'intérêt, ne sont pas recommandés, et que le traitement antibiotique, c'est un traitement, comme je vous ai dit, amoxicilline, ou C2G ou C3G. Ici, on ne pouvait pas le faire. Donc les C2G, c'est céfuroxime-acétyl, et les C3G, chez cefpodoxime-proxétyl, c'est-à-dire Zinat ou Orelox. Sinon, si on ne peut pas donner de lactamine, on peut donner du Bactrim ou de la pristinamycine. Donc moi, je vous conseille vraiment, je vous incite à relire ces conférences de consensus ou dans des fiches de résumé que vous trouverez dans le commerce. Donc ces conférences de consensus sont très importantes parce qu'on pourra vous reprochera de ne pas les connaître, surtout pour des maladies assez fréquentes et communes comme l'otite moyenne aiguë ou la rhinopharyngite. Question numéro 3. Le surlendemain, en fin de soirée, alors que vous êtes de nouveau de garde, l'enfant est ramené aux urgences et il est de plus en plus grognon et la fièvre persiste. Il est très allergique et asthénique, votre examen élimine une méningite. La première chose qu'il fallait éliminer chez ce patient-là, c'est une méningite. Et ça, c'est vraiment très important. Parce qu'une fièvre qui persiste chez un enfant qui a une otite moyenne aiguë, il faut vraiment craindre une extension intracérébrale au niveau des méninges. D'accord ? Vous retrouvez cependant une tuméfaction rétro-auriculaire à gauche. Donc sur la photo, on voit une inflammation, un décollement de l'oreille vers l'avant et vraiment une collection importante derrière l'oreille. En vous aidant de la photographie, quelles complications suspectez-vous? Donc c'est une complication connue de l'otite moyenne aiguë, c'est une mastoïdite. Une mastoïdite, c'est une inflammation de l'os de l'oreille, c'est une inflammation de la mastoïde ou de l'os pétreux. Les arguments, donc c'est toujours la même chose, les signes fonctionnels et ensuite les signes physiques. Il y a une altération de l'état général, ça s'aggrave, la fièvre persiste. Clinique, physiquement, on a une rougeur de la peau, donc signe d'inflammation, un comblement du sillon qui provoque un décollement du pavillon de l'oreille et un œdème rétro-auriculaire qu'on voit de manière assez évidente. Donc tous les signes de l'inflammation. L'œdème, la rougeur et la douleur. Quelle est votre prise en charge diagnostique et thérapeutique? Donc là, c'est une complication. Devant une complication dans les otites moyennes aiguës, il faut toujours faire un prélèvement, c'est-à-dire faire une parasynthèse. Et ensuite, ici, c'est vraiment une complication assez importante, donc il faudra l'hospitaliser et faire un bilan inflammatoire et donc un bilan bactériologique. Le bilan inflammatoire, c'est toujours la même chose, NFS, VS, CRP, avec un ionogramme, parce qu'on va lui donner des antibiotiques par voie intraveineuse probablement, et lui faire un bilan bactériologique. La bactériologie, ça sera 2 types de prélèvements, les hémocultures, parce qu'il a de la fièvre, et une parasynthèse. Donc la parasynthèse, ça a un but à la fois diagnostique et thérapeutique. Ça va soulager l'oreille, ça va évacuer le pus. Donc on va évacuer le pus par la parasynthèse et on va pouvoir faire des prélèvements locaux. Et hémoculture, prélèvement donc dans le sang. Un bilan radiologique très important qui va pouvoir montrer l'infection au niveau de l'os du rocher, c'est-à-dire l'os pétro et la mastoïde, grâce à un scanner. La prise en charge, elle est très simple. C'est une prise en charge médico-chirurgicale. On continue à traiter la rhinopharyngite, on continue à traiter l'otite moyenne aiguë par les antibiotiques et il faudra une prise en charge chirurgicale en plus, c'est-à-dire nettoyer l'os de la mastoïde et aérer l'os de la mastoïde, c'est-à-dire l'os du rocher. L'aérer pour que l'infection s'évacue et même pendant l'intervention, on va faire un lavage complet, on va fraiser la mastoïde, on va retirer tout l'abcès et ça va permettre d'aérer cet os-là. Donc l'hospitalisation, on fait la parasynthèse, comme je vous ai dit, qui a but ici thérapeutique, en plus du but diagnostique au départ. On va adapter l'antibiothérapie à l'antibiogramme et en faire un drainage de l'abcès par mastoïdectomie, c'est-à-dire qu'on va fraiser l'os de la mastoïde. Traitement symptomatique, c'est toujours l'œdème, celui de l'otite moyenne aiguë et la surveillance de l'efficacité de la tolérance. Donc, prise en charge à connaître vraiment par cœur, celui de la mastoïdite, même si c'est quelque chose qu'on ne pose pas souvent en dossier, dans les bouquins, dans le commerce. Sachez que c'est quelque chose qui arrive, dont la prise en charge doit être vraiment connue par l'étudiant en médecine.
Question numéro 5. L'infection évolue favorablement. La bactériologie met en évidence un pneumocoque. Avant la sortie de Marc, vous regardez son carnet de santé. Donc, un réflexe toujours chez les enfants, vérifier le carnet de santé pour vérifier la croissance et pour vérifier que les vaccinations sont toutes à jour. Sinon, il faut faire un rappel, reprendre l'éducation des parents et revoir pourquoi elle n'a pas eu de vaccination et en profiter donc pour les faire si possible ou écrire un courrier au médecin traitant. Et vous vérifiez si ces vaccinations sont bien à jour. Sa mère en profite pour vous demander comment se fait-il que mon fils a attrapé une infection à pneumocoque alors qu'il était vacciné contre le pneumocoque. Vraiment, donc là, elle ne comprend pas et elle remet en cause l'intérêt de ce vaccin. Donc elle se pose une question, pourquoi mon fils a fait une infection à pneumocoque alors qu'il a été vacciné? Ça, c'est des nouvelles questions en fait, de l'ECN, donc depuis 5-6 ans. Des questions, on vous demande de répondre aux patients sur les questions de matière de santé publique, d'intérêt de vaccination, d'intérêt de dépistage. Donc ça, c'est très important. Ou de risques, par exemple, de radiothérapie ou des risques de rayons. Donc il faut savoir très bien y répondre. Il faut vous attendre à avoir des questions de ce genre. Comment allez-vous répondre à ces interrogations? Vous devez vérifier donc la réalisation de certains vaccins du fait de ces antécédents familiaux, lesquels argumenter votre réponse. Concernant le vaccin anti-pneumocoque, il est connu, et ça normalement on donne l'information, mais pas toujours malheureusement aux familles, que ce vaccin en fait il n'empêche pas les infections à pneumocoque entièrement. Ce qui l'empêche en fait c'est les infections graves à pneumocoque, c'est-à-dire les méningites principalement et les bactériémies, c'est-à-dire les septicémies, les bactériémies à pneumocoque et les méningites. Le vaccin, le but c'est de prévenir l'infection à pneumocoque. Et ça le prévient de manière très importante, 90%. Mais les petites infections à pneumocoque, c'est-à-dire les otites moyennes aiguës, les autres infections des voies aériennes supérieures, elles ne sont pas prévenues complètement. C'est-à-dire la couverture n'est pas très importante par le vaccin. Là, ça n'empêche que 10% des otites moyennes aiguës. Donc le but du vaccin, c'est d'empêcher les infections graves, de diminuer la mortalité, mais pas forcément de diminuer la morbidité, c'est-à-dire la morbidité faite par les otites moyennes aiguës et autre chose. Donc ce vaccin ne protège pas efficacement contre les otites, mais surtout contre les méningites. Et ça a permis de diminuer la mortalité par méningite chez les enfants et la mortalité par bactériémie. La deuxième question, c'est d'après les antécédents familiaux. Qu'est-ce qu'on a comme antécédent familial? On a un papa qui a une hépatite B et on a une sœur qui est immunodéprimée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention? L'hépatite B, donc c'est tout simple, il faudra vacciner toute la famille ou s'assurer que la famille est vaccinée contre l'hépatite B. Donc lui, il faudra le vacciner contre l'hépatite B. Le fait qu'il y ait une immunodépression chez un autre enfant de la famille, le risque c'est pour cet enfant-là. Et le risque le plus important, c'est vraiment la varicelle. Donc il faudra vacciner l'enfant, le petit enfant de 13 mois, contre la varicelle, pour éviter que celui-ci ait la varicelle, pour éviter donc de la transmettre à la grande sœur. Normalement, le vaccin de la varicelle n'est pas obligatoire, mais ici, il est très recommandé parce qu'il y a un enfant qui est immunodéprimé dans la famille. Donc ça, c'est une des causes, une des indications de la vaccination contre la varicelle. Donc l'hépatite B, c'était assez simple, il fallait vraiment penser à la varicelle, donc c'était un peu plus subtil, mais retenez vraiment le vaccin contre la varicelle. Dès qu'il y a un enfant immunodéprimé dans la famille, il faut vacciner les autres enfants contre la varicelle pour éviter que cet enfant immunodéprimé contracte la varicelle, parce que le risque, c'est une varicelle maligne très grave qui peut même donc aboutir au décès de l'enfant. Question numéro 6. 5 mois plus tard, vous revoyez Marc pour une fièvre élevée. L'autoscopie est identique à celle constatée sur les iconographies. Donc il refait une autre otite moyenne aiguë. Cette fois, il s'agit du 4e épisode. Les 2 derniers ont été bien tolérés. Quelle solution thérapeutique de première intention pouvez-vous lui apporter et qu'allez-vous proposer à sa mère en cas d'échec? Là, nous sommes dans le cas d'une situation d'otite moyenne aiguë à répétition chez un enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher les facteurs favorisants. Parce que traiter l'otite moyenne aiguë, c'est bien, mais ça n'empêchera pas les récidives. Donc, pour empêcher les récidives, il faudra voir pourquoi il fait des otites moyennes à répétition. Donc, il faut rechercher les causes les facteurs favorisants chez cet enfant-là. Par exemple, les facteurs favorisants, d'après les conférences de consensus, c'est les reflux gastro-œsophagiens. C'est l'éviction de la crèche, ou éviter qu'il aille à la crèche le plus souvent possible, c'est-à-dire qu'il contracte donc ces infections du fait de contact avec d'autres enfants. Et qui est très important, c'est l'éviction du tabagisme passif chez les parents, c'est-à-dire chez le père ou la mère. Faire attention qu'il n'y ait pas de tabac dans la famille.
Donc, si on traite tous ces facteurs favorisants, on peut espérer donc, éviter les récidives. Et donc, ces mesures associées, donc, avec ces mesures, il faudra toujours traiter les épisodes aigus par des antibiotiques, s'il y a vraiment une collection. Et si ça ne marche vraiment pas, à ce moment-là, il faudra faire, donc, retirer les végétations, donc c'est au niveau du cavum. Il faudra faire une adénoïdectomie et on mettra aussi des aérateurs transtympaniques pour éviter, donc pour améliorer l'aération de l'oreille moyenne, pour éviter les otites séreuses chroniques, les otites donc séromuqueuses. On va voir tout à l'heure un exemple de dossier d'otite séromuqueuse. Parce que s'il y a une otite séromuqueuse, le risque c'est une surdité de transmission, ce qui est peut-être très grave chez un enfant qui est en croissance. Ça peut donc avoir une répercussion sur l'apprentissage du langage. Donc c'est pour éviter que ces otites moyennes à répétition provoquent une otite chronique séromuqueuse qu'on va enlever les végétations et qu'on va mettre des diabolos, les aérateurs transtympaniques. Donc moi je vous incite à relire les indications de la dénudectomie et la midélectomie de septembre 1997, l'antibiothérapie dans l'otite moyenne aiguë de 2001, plus les deux conférences de consensus que je vous ai dit tout à l'heure, de juillet 2004 et d'octobre 2005 sur l'utilisation locale des antibiotiques en ORL et sur l'antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes. Tous ces conférences de consensus, vous les trouverez dans le site de l'HAS. Donc voilà, c'est un dossier qui est assez typique, très tombable, qui est un peu transversal. On pose des questions sur l'otite moyenne aiguë, sur la mastoïdite, sur la crise convulsive, sur la vaccination. Donc vraiment à réviser de manière très importante. Je vous conseille même vraiment donc en fin de D4, si vous révisez l'ORL, de refaire un dossier de ce type. Donc voilà, ça c'est la fin du dossier.